Et c'est aujourd'hui, ce qu'on va essayer de voir dans cette présentation, c'est comment Amazon, depuis le début jusqu'à maintenant, a cherché à transformer les expériences clients en mettant de l'IA traditionnelle depuis 15 ans et générative désormais. On a appris comme vous pour l'IA générative en novembre 2022 et on a expérimenté justement à mettre à tous les moments de l'expérience client. Ce qu'il faut voir, c'est que la mission d'Amazon, qui semble un peu large quand on la lit comme ça, et peut-être un petit peu ambitieuse, c'est d'être l'entreprise la plus centrée sur le client au monde. Soit. Dans beaucoup d'entreprises, on l'a vu sur des murs, sur des PowerPoint, sur des slogans. Ici, Jeff Bezos a essayé de répondre aux actionnaires en disant pourquoi il avait choisi d'avoir une obsession du client à ce moment-là. En fait, ce qu'il a dit en 2016 dans sa lettre aux actionnaires, c'est que les clients, même quand le business va bien, même quand tout se passe pour le mieux, sont toujours divinement, magnifiquement insatisfaits. Et ça nous pousse en fait, et ça nous donne un pool d'innovation infini qui nous permettent d'innover en leur nom. C'est facile de dire qu'on est l'entreprise la plus centrée du monde, en tout cas essayer de le devenir. Il faut quand même des faits de ce côté-là. Une petite anecdote, quand on a lancé Prime Video, donc c'était au début de la vidéo on demand uniquement, et bien on a eu un petit loupé au démarrage. C'est-à-dire que chez un petit pourcentage de nos clients, on a eu du lag, on a eu de la latence, les films se lançaient mal au départ. Ce qu'on a décidé de faire, le jour même, le soir même, on a eu une réunion de crise et on s'est dit on va rembourser proactivement toutes les personnes pour lesquelles on a monitoré qu'ils avaient eu certains problèmes. Les personnes ont reçu un mail et de l'argent sans même le demander. Il y avait deux raisons pour lesquelles on l'a fait. La première, c'est au départ qu'ils retentent l'expérience, qu'ils puissent revenir et se dire ben non, ça c'était un loupé, on va réessayer. La deuxième, qui est encore plus intéressante, c'est quoi le coût de non-qualité? Si jamais j'ai ce genre de problème sur mon client, si je n'ai pas l'expérience la meilleure qu'elle soit, quel est le coût justement que je pourrais avoir? Et ce coût-là, c'est ce qu'on a reversé au client. Il a aussi expliqué donc, quelque chose d'autre. Il faut se rappeler qu'on a commencé en 1994. Le premier site internet était en 1995. Et aujourd'hui, comme à l'époque, on n'était qu'à un clic de pouvoir... un client était à un clic de changer de service, de provider. Et donc, ce que Jeff Bezos nous a appris, c'est d'être constamment, non pas obsédé par la concurrence, on ne va pas regarder justement les nouvelles features, ce que font les concurrents, mais de se dire, mon client, à l'heure actuelle, je lui ai donné 2 jours en livraison. Est-ce qu'il ne voudra pas un jour? Est-ce qu'il ne voudra pas 1 heure? Est-ce qu'il ne voudra pas 30 minutes? Se challenger sans cesse en se disant quels sont les besoins durables de mes clients. Je veux des produits moins chers, je veux plus de sélection, je veux les recevoir plus vite, pour lesquels on pourra le faire avancer. Et c'est vraiment là-dessus où nous avons été obsédés par cette client pour s'assurer que le client ne parte pas sur le site d'Internet qui n'est qu'à un clic du client. Alors on aime se compliquer à la vie chez Amazon. On souhaitait avoir la meilleure expérience client à la plus grande échelle et vitesse possible. Alors j'ai vu beaucoup d'entreprises qui opéraient à grande échelle. J'en ai vu beaucoup qui opéraient à grande vitesse. Par contre, j'en ai vu un peu moins qui opéraient et qui arrivaient à ajuster les deux. Pourquoi? Parce que plus on grandit, plus on ralentit. Plus on est rapide, plus on a du mal à passer à l'échelle. Et nous, on a fait un constat, en fait, il y a une quinzaine d'années, donc c'était avec de l'intelligence artificielle classique, on s'est dit que c'était tout simplement impossible sans mettre de l'IA dans tous les éléments, dans tout ce que nous faisons. Donc ça part vraiment du site Internet. Alors j'aime beaucoup ce que Nesrine a dit avant, parce qu'on parlait d'esthétique qui n'était pas forcément du product delight. Ça se saurait sur notre site Internet si c'était le plus design possible. Ce n'est pas forcément ce qu'on recherche. De notre côté, ce qu'on voulait, c'est que le client, quand il commande chez nous, il a confiance. Si on lui dit que ça va arriver dans 2 jours, ça arrive dans 2 jours. On a été les premiers à mettre en place justement les customer reviews, avec beaucoup de marques qui sont venues vers nous en disant ben non, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas laisser des mauvais commentaires sur nos produits. Donc ça a été vraiment au départ, et on a avancé. Et donc tout ceci, on l'a fait avec de l'IA. Je vous parlais de vitesse. La vitesse, c'est quoi chez Amazon? Il faut savoir qu'on a 28% de nos clients qui font leur acte d'achat en moins de 3 minutes. Entre les devoirs des enfants et préparer à manger, dans le métro. Et donc,
on se devait de leur donner l'expérience utilisateur la plus fluide possible et enlever toute friction. On a également 28%, mais ce n'est pas les mêmes 28%, de livraisons qui arrivent le jour même ou le lendemain. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on a fait cette promesse, il faut réussir à la tenir. Et pour la petite histoire, la livraison la plus rapide qu'on a fait à date, c'était aux États-Unis à College Station. Bon, c'était pas forcément, le besoin n'était pas forcément là. On parlait d'un lait chocolaté et d'un cookies. Ça a été livré par drone en 13 minutes, ce qui en avait vraiment besoin. Par contre, ce qu'on commence à expérimenter par drone, c'est justement dans certains pays, c'est la possibilité d'envoyer des médicaments également, où là, il y aura peut-être un peu plus d'intérêt qu'un cookies et un lait chocolaté. Amazon, c'est aussi l'échelle. Si vous avez travaillé avec Amazon, vous, en tant que marque, vous vous rendez compte d'une chose. Quand on arrive et qu'on discute justement pour mettre vos références sur notre site, on n'est pas comme la grande distribution. On ne va pas vous dire, bah non, si vous nous mettez telle marque, telle référence et telle référence, on vous donne le droit de mettre d'autres références. Non, nous, on vous demande dès le départ, on veut tout. Donc, ce qui fait qu'on a 400 millions, plus de 400 millions de références en fait, sur notre site. Et donc, ça ajoute à une certaine échelle. Et je vous demanderai de prêter attention aux petites étagères jaunes qu'on voit à l'écran. Là, c'est le cœur du réacteur. C'est des étagères qui ne sont pas plus hautes que moi, à taille humaine, et où il y a des robots en fait en bas qui déplacent ces étagères. Pourquoi? C'est toujours pour gagner de la vitesse. C'est parce qu'on s'est rendu compte que avoir des personnes qui passaient dans les allées, comme c'est le cas dans les entrepôts classiques, ça ne nous permettait pas de tenir la promesse client. Et en plus, ça ne nous permettait pas d'améliorer leurs conditions de travail, parce qu'une personne qui bouge, c'est beaucoup plus dur d'améliorer son poste de travail. Donc on a changé le paradigme. On s'est dit, plutôt que faire bouger des gens, on va faire bouger notre inventaire. C'est les produits qui vont bouger, et les personnes vont justement avoir plus de facilité pour pouvoir les utiliser. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les chiffres, mais on est plus d'1,5 million d'employés en monde, plus de 25 000 en France, et dans plus de 130 pays. Donc quand on ajoute en fait cette rapidité et cette échelle, ça fait qu'on a l'an dernier livré plus de 13 milliards de colis le jour même ou le lendemain. Donc ça, c'est que 28% des commandes. On voit qu'il y a plus de 700 centres de distribution qu'on a dans le monde, répartis dans 25 pays, et on a tous les endroits logistiques, que ce soit du premier au dernier kilomètre, que ce soit en nom propre, à travers la logistique d'Amazon, ou à travers également des partenaires. Et en fait, quand on ajoute tout ça, ça veut dire qu'à chaque instant, chaque seconde, on a des millions de produits qui sont en mouvement. Donc ça rajoute une complexité assez importante. Donc tout ça pour dire que on est obligé d'avoir de l'IA pour gérer tout ça. On va revenir sur quelque chose que vous connaissez mieux. Une page Internet. J'avais besoin de savon pour les mains, pour ma cuisine, bref. Aloe vera, très bien. Et il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas fait attention, vous l'avez lu maintes fois, mais vous ne vous êtes pas dit que c'était si critique que ça. C'est ce petit mot. Si vous achetez dans les 7h et 25 minutes, on vous le livre demain avant 13h. Tout ça, ce n'est pas qu'une estimation, ce n'est pas que du doigt mouillé, c'est un calcul qui est fait par l'IA, justement, qui nous permet de garantir que si on le marque au client, on est conscient qu'on va pouvoir le réaliser. Donc ça veut dire que si 50 fois vous faites un refresh sur cette page, je ne vous le conseille pas, c'est dommage, mais ça voudra dire qu'on recalculera en permanence, justement, cette promesse client. Et on a une équipe qui ne travaille que sur ça, qui s'appelle Fulfillment to Promise, et son seul job, c'est revu chaque semaine les indicateurs, avant par Jeff Bezos, maintenant par Andy Jassy qui l'a repris. Tous les vendredis, il revoit ces indicateurs de se dire, est-ce qu'on a réussi à tenir la promesse client? Nesrine en parlait, c'est vraiment la confiance qu'on a avec notre consommateur. Et si on lui loupe le début de ses vacances, il avait absolument besoin d'un objet pour ses vacances, un anniversaire ou autre, eh bien on risque de perdre ce client-là. Alors on peut se dire, quelle est la question auquel cette équipe doit répondre? La question c'est, d'où vais-je livrer ce produit? Alors, ça pourrait être très simple, je regarde le code postal, je regarde l'entrepôt qui est le plus proche possible, je le fais partir d'ici. Mais si vous avez accès à toutes les datas de l'entreprise, si vous avez accès aux retards fournisseurs, au stock, au coût de manutention, vous pouvez poser en fait une question et un arbitrage beaucoup plus nuancé. Et c'est ce qu'on fait. On va regarder toutes les optimisations de remplissage de camions, les différents retards qu'on peut avoir pour essayer de se poser une question. Ce qui fait que quand vous allez recevoir un produit d'Amazon, vous n'allez peut-être pas le recevoir de notre site qui se trouve à Bretigny,
qui est normalement le site le plus proche, mais vous le recevrez peut-être de Beauvais, d'Orléans ou de Metz. Et cette équipe, on va regarder un petit peu ce qu'elle doit faire dans les détails. Donc, on se rappelle, si vous commandez dans les 7h25, voilà ce qui va arriver. On va prendre les États-Unis, on n'a pas pris la France parce qu'il y a encore plus de fulfillment centers aux États-Unis. Mais disons que je sois un client à Washington et que j'ai cliqué sur ce bouton-là. Ce qui va se passer, c'est qu'on va faire pour une douzaine de fulfillment centers. Alors, vous allez voir tous nos noms de fulfillment centers, de nos entrepôts, ont des noms d'aéroports. C'est pour se repérer plus facilement de notre côté. Alors on va voir que finalement, celui qui a été choisi, et le site qui a été choisi, c'est un site qui se trouve à plus de 1000 km de l'endroit à Washington où se trouvait la personne. Pourquoi ? Parce qu'on avait à ce moment-là un camion qui partait justement d'Arkansas à Washington et qui allait de toute façon partir, donc avec un colis ou plus. On avait les moyens de gagner ce qu'on appelle un coincidence savings, et donc de gagner sur ce produit-là 70 centimes en coût de transport. Tout ça, c'est rien. Mais réfléchissez, si vous multipliez ça par les 13 milliards de colis qu'on livre par an, par tous les colis qui sont livrés en plus d'un jour ou autre. Et donc finalement, tout ce que vous ne voyez pas, il y a quelqu'un qui disait que l'essentiel ne se voit pas, n'est pas visible aux yeux. Et bien nous, c'est quand ça fonctionne, l'IA n'est pas visible aux yeux. Et c'est ce que ça doit être justement pour vous donner du customer delight. Alors, je vais prendre un autre exemple simple. Je vais exprès pas faire forcément d'effet waouh sur d'autres choses. L'emballage. L'emballage, c'est ce que vous voyez tous. C'est ce que vous voyez tous en tant qu'image et sourire d'Amazon. Alors, je ne sais pas si vous commandez depuis longtemps chez Amazon. Moi, j'ai commencé à commander en 2002, donc ça fait un petit peu longtemps. Et mince, ça donne une indication sur mon âge. Mais au début, j'étais parfois un peu frustré. On avait des petits produits et des énormes colis. Et finalement, depuis quelques années, on voit apparaître des enveloppes qui prennent moins de place. C'est mieux pour nous, transporter de l'air, c'est un petit peu cher. Et puis pour vous, c'est souvent moins d'ordures à mettre dans le bac jaune, donc c'est du gain pour tout le monde. Par contre, on avait une question. J'ai fait exprès de prendre une marque américaine pour être sûr qu'il n'y avait pas de privilégiés dans la salle. Si vous avez essayé d'imaginer que vous êtes un collaborateur dans un entrepôt Amazon et que vous devez choisir le bon packaging pour un produit de shampoing qui fait 600 ml, pour cheveux gras, ça n'a pas d'importance, mais c'est le cas, qu'est-ce que vous choisiriez ? Levez la main ceux qui prendraient un carton. Levez la main ceux qui prendraient une enveloppe. On voit qu'il y a des différences de choix. Et en effet, je vous ai posé la question, donc vous êtes malin, donc vous vous êtes dit, oui, en effet, peut-être que le carton, c'est pas une si bonne idée que ça. Mais en effet, on s'est rendu compte qu'avant qu'on utilise l'IA pour faire ce choix-là, on le laissait au choix de tous les collaborateurs qui se trouvaient dans les fulfillment centers. Et nos collaborateurs, ils veulent toujours bien faire. Donc pour être sûr que le packaging et ce shampoing ne va pas être endommagé, on va préférer utiliser plus de protection. On va préférer justement rajouter plus de carton pour s'assurer qu'il n'y aura pas de problème. Ce qui fait qu'avant 2015, on avait 70% des commandes qui arrivaient en gros carton. On a décidé sur les 400 millions de références d'utiliser l'intelligence artificielle, d'utiliser les retours de nos collaborateurs sur le terrain, d'utiliser le retour de nos clients si jamais il y avait eu des fuites, si jamais le paquet avait été endommagé, et ça, de le faire de façon dynamique pour faire les choix. Ça paraît un choix très très simple, mais imaginez dans votre entreprise quels sont tous les choix, parfois, qu'on laisse à l'humain et qui peut différer d'une personne à l'autre, alors qu'on pourrait augmenter et utiliser l'humain plus de l'IA pour standardiser le meilleur choix possible et l'appliquer sur l'ensemble de l'entreprise. Ce qu'on a vu, nous, c'est 60% justement d'enveloppes qui étaient utilisées à la place de carton, et ça a fait 2 millions de tonnes en moins de carton. Ça fait 2 millions de tonnes, on a du mal à se rendre compte, c'est 200 tours Eiffel. Donc c'est 200 tours Eiffel en moins dans les bacs jaunes. Donc tout ça, ça contribue aussi, de notre côté, on s'est mis, et on sait, et on essaye de travailler là-dessus, de diminuer en fait notre empreinte écologique. Et donc c'était un projet qui nous tenait à cœur, justement. Ça a permis de faire également des économies, et nos clients, c'est plus facile d'ouvrir une enveloppe qu'un carton. Donc on avait vu tout ceci. Maintenant, regardons, et je vois le temps tourne, voyons voir comment nous avons abordé tout ce qui était intelligence artificielle générative. On l'a découvert comme vous, en novembre 2022. On a testé, on s'est dit, tiens, ça a l'air pas mal. Je pense qu'il y a des trucs qu'on peut faire. Et finalement, au cours de ces dernières années,
On a testé, on a fait plus de 1000 initiatives en fait sur la GenAI pour tester. On s'est trompé sur certaines choses. On s'est rendu compte que ça ne pouvait pas tout faire. On s'est rendu compte qu'il fallait mettre des garde-fous sur certaines. Et là, depuis cette année, en 2026, avant on utilisait surtout des chatbots, un peu comme tout le monde, on a commencé à passer sur des agents. Donc des agents, par définition, ils agissent. C'est-à-dire qu'on donnait la capacité à un large language model, à de la generative AI, de prendre des décisions avec les garde-fous qu'il fallait mettre en place, toujours laisser l'humain prêt à contrôler certaines décisions critiques pour améliorer, automatiser et nous permettre de continuer à garder cette échelle-là. Ce qu'on a remarqué également, et moi je serais tout à fait oui aussi pour partager, on n'a pas la science infuse, pour partager justement avec vous ce que vous avez découvert justement en faisant, mais de notre côté on a vu qu'il y avait pas mal de risques et beaucoup d'opportunités. Et comment on pouvait les cadrer? La première, c'était sur les datas. Est-ce que la data que vous allez utiliser, que ce soit une source interne ou externe, elle n'est pas biaisée et elle est suffisamment qualitative pour réussir à prendre des bonnes décisions? Ou sinon, comment on s'assure que les tâches que faisaient les humains avant pour essayer de nettoyer cette data, on peut les appliquer derrière? Comment on s'assure qu'en fonction du cas d'usage, si c'est un cas d'usage pour quelque chose qui est critique, qui est face au client et qui, de votre côté, va mettre la réputation de la marque justement en jeu, ou en interne, est-ce qu'on se contente de quelque chose qui est globalement fiable, quelque chose qui doit être parfait? Enfin, nous, on s'est rendu compte que la Generative AI, c'est très très bien, mais si on prend tous les plus gros modèles, si on prend Opus 4.8, si on prend ChatGPT 5.5, les dernières versions, et au final, si on le multiplie par 13 milliards de colis, ça coûte cher. Donc comment on s'assure de prendre à chaque fois le plus petit modèle possible par rapport à la tâche qu'on souhaite effectuer? Et tout ça, ça nous a permis de passer à l'échelle et de passer en production. Mais c'est quelque chose qu'il faut faire parce que sinon, vous n'aurez plus le ROI que vous escomptiez. Et enfin, réfléchir dès le début sur, plutôt que d'automatiser un processus, qu'est-ce que je peux changer dans mon approche face à mes clients? Qu'est-ce que je peux apporter différemment? Qu'est-ce que le temps qui va m'être rétribué me permettra de faire que je ne pouvais pas faire avant? Et quels sont les garde-fous qu'il faut absolument mettre en place justement pour qu'on reste et que la créativité de ces agents ne cause pas d'impact. Nous, souvent, on a l'habitude d'appeler toute la Generative AI et ses agents des minions. Les minions, ils sont gentils. En général, ils obéissent à leur maître. Par contre, de temps en temps, ils font des bêtises. Et donc, de notre côté, on a vraiment travaillé sur le côté de gouvernance et de garde-fous qu'il fallait mettre en place pour permettre de s'assurer que ces minions allaient continuer à faire ce qu'on leur demandait, mais n'allait pas créer de l'embarras ou des impacts en interne ou chez nos clients. Alors, quelques exemples, désormais. Un exemple qui est clé pour nous, c'est les commentaires clients. Si vous allez voir le livre de Nesrine, c'est 4.9 en étoile. Bravo, je pense que je vais aller le commander en Kindle. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que sur certains produits qui sont énormément commandés, on a énormément de revues. Nous, les revues, on en a 1,5 milliard de revues par an sur le site. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez important. Et sur ce produit, si on le regarde, il a 4.7, mais il a plus de 139 000 revues. Alors on avait chacun notre petite technique pour essayer de se dire est-ce que ce produit est bien ou pas. Je vais regarder les 2 étoiles parce que ce n'est pas la personne qui est complètement insatisfaite et qui est un peu biaisée, mais on ne sait jamais. Je vais regarder les 3 étoiles, je fais un mix des deux. C'était un peu compliqué. Ça semble trivial maintenant et ça semble être le nouveau normal, mais ce qu'on a proposé à nos clients, c'est la possibilité d'avoir des résumés automatiques avec directement les fonctionnalités les plus importantes qu'on pensait pour ce produit pour eux, et avec la possibilité en garde-fou de lire les détails, avec toujours ce but client qui était comment je m'assure qu'il y ait plus de personnes qui puissent, s'ils le souhaitent, faire leur acte d'achat en moins de 3 minutes. De l'autre côté, on a des annonceurs Amazon aussi. Et on a pas mal de personnes, et des personnes dans cette salle, qui vendent sur Amazon. Et on avait un petit souci du côté des PME. Il faut savoir que sur Amazon, 60% en fait, des ventes qui sont effectuées, ce n'est pas en nom propre d'Amazon, c'est des personnes qui utilisent la marketplace pour pouvoir le vendre, se mettre à l'international. Et 75% des petites PME, elles ont un problème sur la partie créa, sur le budget qu'elles ont sur le créa. Il faut savoir qu'une image vierge comme ça d'un grille-pain, c'est pas très attractif.
on se rend compte que si on la met dans un salon, si on la met dans un environnement plus chaleureux, si on rajoute aussi Mando avec un peu de musique, ça serait pas mal, eh ben, on a 40% en plus de clics. Donc ce qu'on leur a permis de faire, c'est avec de la Generative AI, on a commencé dès 2024, à donner à toutes les personnes la possibilité de créer des environnements qui leur permettent justement de mieux mettre en valeur leurs produits. Et les garde-fous, c'est bien sûr, c'est que de ce côté-là, on aura les annonceurs qui vont décider de ce qu'ils souhaitent mettre en avant ou pas. On a décidé de ne pas mettre d'humain dans ces représentations pour pas que ce soit biaisé d'une façon ou d'une autre. Parce que pour nous, l'éthique au niveau de la Gen AI, c'est quelque chose auquel on prête beaucoup d'attention. Un point important également, c'est la fiche produit. C'est la chose que vos clients, quand ils vont aller sur Amazon, vont regarder, avec des choses différentes pour chacun des produits, que ce soit la taille, est-ce que ça fait du bruit, si c'est de l'électroménager, etc. Il faut savoir que c'est assez rébarbatif de répondre à ces 400 millions de fiches produits. Et c'était un souci qu'avaient nos différents vendeurs sur Amazon et qu'ils nous remontaient souvent. Donc on a utilisé la Generative AI pour les aider à les remplir et à uniformiser de la qualité de ces fiches clients, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y en a certaines qui étaient parfaites, et d'autres, on cherchait vraiment les détails. Il faut savoir aussi, et c'est important, que ces fiches produits, désormais, elles vont servir à deux choses. Un, vous allez avoir des personnes qui vont les suivre, et deux, vous allez avoir, comme nous avons avec notre assistant d'achat, des agents qui vont commencer à les consommer. Et de ce côté-là, si on vous pose une question pour votre marque, qui est finalement, je dois faire une rando avec un petit peu de camping dans le Larzac, ça change complètement la définition de ce que vous mettez dans votre fiche produit. C'est plus uniquement des features, mais c'est comment vous l'enrichissez par rapport à l'utilisation de vos clients dans différentes activités qu'ils vont utiliser. Si vous souhaitez être en avant dans tout ce qui est générative GEO, il va falloir que vous enrichissiez toutes vos fiches produits pour qu'elles puissent parler et qu'elles puissent discuter justement avec ces agents. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de clé, c'est imaginer vos fiches produits et comment vous allez amener tout cela pour parler à des humains et à des agents en même temps. Revenons à la logistique. Je vous avais parlé des petits robots. De notre côté, on a fait un petit test. Il faut savoir que les robots, donc, ils allaient déjà beaucoup plus vite, mais on s'est rendu compte qu'il y avait des embouteillages de temps en temps dans l'entrepôt, à différents endroits, qu'on n'avait pas prévus, parce qu'avant, c'était les humains qui y allaient. Et on a décidé, si on adaptait des modèles de langue sur les déplacements des robots. Donc on a fait un test, c'était l'été dernier. On a testé 4 modèles en parallèle pour voir si, à la place de mots, on mettait les directions des robots, suis-je chargé, où vais-je, on aurait justement des meilleurs résultats. On avait un modèle qui était très très gros, qui regardait l'intégralité de notre entrepôt en vue de haut pour savoir où était la position de tous les robots, et des modèles qui étaient, comme dirait mon enfant, POV, donc point of view du robot, donc c'est-à-dire qu'il ne voyait uniquement que les faits et gestes du robot. Et bien, figurez-vous, en testant et en itérant, on s'est rendu compte que c'était le plus petit modèle, celui qui était dans le robot, celui qui était en POV robot, qui amenait le meilleur résultat. Et donc, grâce à ça, on l'a développé, on l'a mis en place dans nos différents fulfillment centers, donc dans nos entrepôts, et ça nous a permis de gagner 10% sur le temps client. Alors, pour résumer, finalement, quels sont les éléments que nous, on a trouvé étaient les plus importants à utiliser en Gen AI? C'est un petit peu ce qu'a dit Nesrine aussi, c'est-à-dire que le plus important, c'est quel problème essayons-nous de résoudre? Finalement, on est une boîte d'ingénieurs, nous, chez Amazon. Donc si on nous donne de la technologie, on va construire des choses. Mais ce n'est pas ça qu'on veut. On ne veut pas quelque chose qui fait un effet waouh, on veut vraiment se dire comment on va réussir à faciliter pour nos vendeurs qui sont sur la marketplace, justement, à plus facilement pouvoir vendre à travers nous, comment on va faciliter justement l'achat et la livraison de nos clients, comment on va se réinventer. Et pour aller plus vite, on n'a pas peur de l'échec. C'est-à-dire qu'avec le cloud, avec l'informatique en nuage, qu'on produit côté AWS, avec différentes équipes pour lesquelles on les empowered, donc on leur donne la possibilité de tester. Plein de personnes vont tester en permanence chez Amazon. Il y a certains projets qui vont marcher, d'autres pas. Mais on n'a pas peur de l'échec parce que le coût de l'échec, en fait, est réduit à quasiment rien. On s'arrête au bout d'une semaine. Moi, quand des personnes de mon équipe viennent me voir, elles ne me demandent pas la permission. Elles reviennent dans un mois, en fait, avec des data points et on décide si on scale ou si on arrête. Et enfin,
c'est pas la technologie qui joue, donc c'est vraiment comment mieux passer à l'échelle. Donc ça va être vos processus, ça va être votre stratégie, que ce soit marketing, que ce soit logistique ou autre, qu'il faut repenser, et repenser avec les nouveaux moyens et les nouvelles possibilités que ça nous apporte, plutôt que d'essayer de faire plus vite ce que nous avons toujours fait. Si vous devez retenir que 3 choses dans cette présentation, c'est surtout que l'IA n'est pas une destination. Ça reste un outil au service de l'obsession client, au service du Customer Delight et du Product Delight. Donc n'hésitez pas justement à partir du besoin et à utiliser des équipes qui sont en fait cross-fonctionnelles. Le 2, c'est penser que le marketing de demain va parler aussi à des agents, et en grande partie. Nous, en interne, on a toutes nos bases de données, commencent à discuter également avec des agents que nous construisons aussi en interne. Donc il faut qu'on se repense, il faut qu'on repense la structure de nos fiches produits, de nos bases de données, pour s'assurer qu'on ait cette double consommation et qu'elle soit ni pénalisante pour les humains, ni pour les agents. Et enfin, c'est ce que j'ai dit, surtout n'hésitez pas à commencer, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui hésitent en fait en se disant qu'elles vont avoir peut-être des soucis. On en a eu énormément sur les 1000 initiatives, il y en a plein qui ne se sont pas passées comme prévu. On a itéré, on a continué, et on est toujours en train d'apprendre. Donc surtout, dès demain, commencez à le faire dans votre entreprise. Et je serais ravi d'échanger avec vous pour savoir justement quel projet vous mettez en place dans votre entreprise sur la Generative AI. Merci à tous. Je m'appelle... Merci Jocelyn. Jocelyn Pinault. Donc, est-ce que vous avez des questions pour Jocelyn qui vous sont venues à l'écoute de cette présentation? Moi, les cartons m'ont fait penser à ceux de ma belle-mère pour mes enfants. Elle met des rouleaux de papier sopalin tout autour des Picsou pour qu'ils arrivent entiers. C'est moins technologique, mais ça marche aussi. Bonjour, Pierre-Yves Didier, donc manager de l'activation omnicanale de la Maïf, l'assureur militant. Je voudrais savoir si chez Amazon, vous vous intéressez aux canaux conversationnels, parce que quand on dit vitesse, proximité avec les clients, est-ce que vous développez ce genre de technologie? Alors quand vous dites canaux conversationnels, c'est multimodal ou c'est uniquement lié à la voix? Non, je pensais à WhatsApp, à ce genre d'échange instantané, soit avec des bots, soit avec des humains, où on peut faire les deux. Est-ce que c'est pour vous une solution d'avenir? Alors, on a eu, là je vais prendre ma casquette AWS, on a eu des clients qui justement ont souhaité, c'était des clients qui étaient dans le milieu du ciment, qui souhaitaient passer des commandes à travers WhatsApp. Donc on les a aidés. Donc nous, on a pas mal de briques technologiques qui permettent de le faire. On a des équipes qui sont allées chercher le pourquoi du comment. Et pourquoi WhatsApp? Là, on s'est rendu compte que c'était des personnes qui étaient sur chantier, qui savaient à peu près quelle était la dénomination de leurs produits. Parce que le ciment, moi, je n'y connais pas grand-chose. Mais eux savaient exactement ce que c'était, mais c'était complètement différent de ce qui était du rendu de quand on va sur le site et des fiches produits que justement ce cimentier pouvait proposer. Et il s'est rendu compte que toutes ces personnes-là connaissaient énormément le produit. Et il fallait utiliser la Generative AI, des canaux de communication qui étaient différents pour permettre d'augmenter en fait les ventes et le suivi de livraison. Donc c'est nos clients qui l'utilisent. Nous, côté Amazon, on n'a pas réfléchi en marque propre à utiliser ce canal-là pour les commandes à date. Bonjour, Milena de SNCF Connect Tech, directrice CRM. Et ma question, elle porte plutôt sur l'innovation. On voit que vous innovez énormément. Et du coup, quelle est votre organisation en interne autour de ces sujets d'innovation? Oui, alors c'est une superbe question. Si on regarde les 1,5 million d'employés Amazon, donc une grosse ville finalement, à votre avis, quelle est la taille du lab d'innovation? Une idée? Pas d'idée. Alors c'est soit 0, soit 1,5 million. Ça dépend comment on pense le voir. Mais en fait, chacune des personnes chez Amazon, on lui demande d'essayer de penser et de réfléchir à quelle innovation elle pourrait faire, que ce soit sur son job ou ailleurs. Moi, j'avais une personne qui était responsable des ventes chez AWS, qui l'est toujours, qui de son côté en avait marre, quand il passait du Kindle
à Audible, dans sa voiture, de perdre à chaque fois l'endroit où il était de son livre. Donc Audible, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la lecture de livres, justement. Et donc il a fait un narratif, nous on fait beaucoup d'écrits chez Amazon, 6 pages pour expliquer pourquoi ce serait intéressant de pouvoir lier Kindle et Audible entre eux, et qu'on aurait des personnes qui seraient intéressées pour une reprise continue en fait, de cette activité. Il l'a passé, c'est passé au niveau du GM de Kindle, au niveau du GM d'Audible. Ils ont dit c'est une super idée, on va la lancer. Donc maintenant, pas en France, à l'heure actuelle, on a des soucis de licence un peu différents en France, mais dans d'autres pays, aux États-Unis, en Angleterre, quand vous achetez un livre sur Kindle, vous avez la possibilité en fait de pouvoir suivre, si vous vous êtes arrêté à la page 43 du Kindle, de suivre directement dans Audible, dans votre voiture, pour continuer ce livre-là. Donc c'est quelque chose, ce processus d'innovation, c'est pour tout le monde. Ensuite, on a 2 côtés. Un côté qui est structurant, où on se projette à 3 ans, où on se dit, à 3 ans, comment est-ce qu'on pense qu'on pourra toujours répondre aux besoins durables de nos clients et qu'est-ce que la technologie pourrait nous apporter pour améliorer tout ceci. Et on en a d'autres qui sont de façon totalement décoordonnée, où on a très certainement plusieurs personnes qui pensent aux mêmes choses, mais quand ça remonte justement, vu que c'est un narratif qu'on fait et qui est autoporteur, qu'on arrive à amener horizontalement et verticalement au niveau de l'organisation, ça nous permet de choisir et de dire finalement c'est cette idée qui était la meilleure, donc on va la scaler. Merci. Merci beaucoup Jocelyn et merci pour vos questions.